Bienvenue dans cette exploration captivante de la Theory of Justice, un texte fondateur de la philosophie politique moderne. Écrit par John Rawls, cet ouvrage monumental repense les fondements de la justice dans une société démocratique. Contrairement à l'utilitarisme, dominant jusque-là, Rawls introduit le concept révolutionnaire de justice comme équité. Ce principe, basé sur une hypothétique situation d'origine équitable, vise à établir un système de règles sociales que toute personne rationnelle choisirait si elle ignorait sa position dans la société. Installe-toi confortablement pour cette plongée dans une œuvre aussi riche que fondamentale. Chapitre 1. Justice comme équité. Dans ce chapitre introductif, Rawls expose les fondements de sa théorie de la justice, qu'il appelle justice comme équité. Il critique les théories existantes, notamment l'utilitarisme, et propose une approche novatrice basée sur la coopération sociale et l'égalité fondamentale des individus. Pour Rawls, la justice est la première vertu des institutions sociales. Elle ne peut être sacrifiée au nom de l'efficacité ou d'un bien-être collectif. La justice doit garantir que les règles sociales respectent les droits fondamentaux de chaque individu, indépendamment de sa position dans la société. La pierre angulaire de sa théorie est la position originelle, une situation hypothétique dans laquelle des individus rationnels et égaux choisissent les principes de justice pour gouverner leur société. Ces individus sont placés derrière un voile d'ignorance, qui les prive de toute connaissance de leur statut social, de leur talent ou de leurs croyances personnelles. Ce dispositif méthodologique assure que les principes choisis sont impartiaux et équitables. Rawls déduit deux principes fondamentaux de justice. Le principe de liberté égale. Chaque individu doit bénéficier des mêmes droits et libertés fondamentaux, tels que la liberté de pensée, d'expression et de participation politique. Ces libertés sont inviolables. Le principe de différence. Les inégalités sociales et économiques sont tolérées uniquement si elles profitent aux membres les plus désavantagés et si elles sont attachées à des fonctions accessibles à tous, dans des conditions d'égalité des chances. Ces principes sont hiérarchisés. La liberté égale prévaut toujours sur le principe de différence. Par exemple, une société ne peut restreindre les libertés politiques d'un groupe pour améliorer les conditions économiques d'un autre. Rawls critique également l'utilitarisme, qu'il accuse de sacrifier les droits individuels au nom du bonheur collectif. Sa théorie, en revanche, met l'accent sur la protection des droits fondamentaux et l'équité dans la répartition des avantages sociaux. Enfin, il souligne que ces principes doivent être intégrés dans les institutions de base d'une société, comme le système juridique, le marché du travail ou l'éducation, pour garantir une justice durable. Chapitre 2. Les principes de justice. Dans ce chapitre, Rawls développe les implications pratiques des principes de justice introduits précédemment. Il explique comment ces principes doivent guider les institutions sociales et politiques en garantissant une structure équitable pour tous les membres de la société. Le principe de liberté égale établit que les droits fondamentaux, tels que la liberté de pensée, d'expression et d'association, doivent être garantis à chaque individu. Ces libertés sont inaliénables et ne peuvent être compromises, même pour des gains économiques ou sociaux. Le principe de différence, quant à lui, légitime certaines inégalités sociales et économiques, mais uniquement si elles remplissent deux conditions. Elles améliorent les conditions des membres les plus désavantagés de la société. Elles sont associées à des positions ou fonctions accessibles à tous, dans des conditions équitables. Rawls introduit également le concept d'égalité démocratique, qui combine l'égalité des droits politiques avec l'égalité des opportunités. Cela signifie que les institutions doivent non seulement offrir des chances égales, mais aussi corriger les inégalités de départ qui empêchent certains individus de réaliser leur potentiel. Enfin, il critique les systèmes alternatifs comme l'utilitarisme, qui privilégie le bonheur collectif au détriment des individus, ou l'égalité absolue, qu'il juge irréaliste. Rawls défend une approche équilibrée, où les inégalités ne sont acceptables que si elles profitent au bien commun et respectent les droits fondamentaux. Chapitre 3. La position originelle. Rawls consacre ce chapitre à détailler la position originelle, un concept central de sa théorie. Cette situation hypothétique est conçue pour garantir l'impartialité dans le choix des principes de justice. Dans la position originelle, les individus sont placés derrière un voile d'ignorance, qui leur cache leur statut social, leur talent naturel et leurs préférences personnelles. En l'absence de ces informations, ils ne peuvent pas adopter de règles qui favoriseraient leurs propres intérêts aux dépens des autres. Cette méthodologie permet d'établir des principes universels et équitables. Les individus, cherchant à minimiser les risques d'injustice pour eux-mêmes, privilégieraient des règles qui protègent les droits fondamentaux et réduisent les inégalités. Rawls justifie cette approche en la comparant aux théories du contrat social de Locke, Rousseau et Kant. Toutefois, il innove en introduisant le voile d'ignorance, qui élimine les biais personnels et garantit une équité totale.
En conclusion, ce chapitre montre que la position originelle est un outil puissant pour concevoir des principes de justice, qui respectent à la fois la liberté individuelle et le bien commun. Elle établit un cadre normatif pour évaluer les institutions sociales et politiques, en s'assurant qu'elles sont justes pour tous, y compris les membres les plus vulnérables. Chapitre 4. Liberté égale. Dans ce chapitre, Rawls approfondit le principe de liberté égale, l'un des piliers de sa théorie de la justice. Il insiste sur l'importance des libertés fondamentales, qui doivent être garanties à tous les individus sans exception. Ces libertés incluent la liberté de conscience, de pensée, d'expression et d'association, les droits politiques égaux tels que le droit de vote et d'éligibilité, l'accès équitable à un système juridique juste et impartial. La priorité de la liberté est un élément central. Rawls affirme que ces libertés sont inviolables et qu'elles ne peuvent être sacrifiées pour d'autres objectifs sociaux ou économiques, même au nom du bien commun. Par exemple, il serait inacceptable de restreindre la liberté d'expression pour renforcer la stabilité économique ou réduire les inégalités. Il distingue les libertés formelles, garanties par la loi, des libertés réelles, qui nécessitent des opportunités concrètes pour être pleinement exercées. Une société juste doit s'assurer que les obstacles économiques ou sociaux ne limitent pas l'accès effectif à ces droits. Enfin, Rawls explore la tolérance et la coexistence dans une société pluraliste. Il soutient que la justice exige la tolérance envers les différentes croyances, tant qu'elle respecte les droits des autres. La démocratie repose sur cette égalité fondamentale devant la liberté. Chapitre 5. Partage distributif. Dans ce chapitre, Rawls examine les implications du principe de différence dans la répartition des ressources économiques et sociales. Il cherche à établir une justice distributive qui corrige les inégalités tout en respectant les libertés fondamentales. Les inégalités acceptables. Rawls affirme que les disparités de richesse ou de pouvoir sont justifiées uniquement si elles profitent aux membres les plus défavorisés de la société. Par exemple, un système qui permet des écarts de revenus importants peut être légitime si ces écarts encouragent l'innovation et augmentent les opportunités pour tous, notamment les plus pauvres. Pour garantir une répartition équitable, Rawls propose des institutions qui assurent une égalité substantielle des opportunités, notamment par un accès équitable à l'éducation et à l'emploi, protègent les droits de propriété tout en redistribuant les ressources pour réduire les inégalités de départ. Il aborde également le rôle des institutions économiques comme le marché et l'État. Un marché libre peut générer des richesses, mais il doit être régulé pour éviter des inégalités extrêmes qui menacent la coopération sociale. De même, les politiques publiques doivent chercher à réduire les écarts tout en respectant les droits individuels. En conclusion, Rawls propose un équilibre entre liberté économique et équité sociale, où les institutions corrigent les inégalités excessives pour garantir une justice durable. Chapitre 6. Devoirs et obligations. Dans ce chapitre, Rawls explore les concepts de devoir et d'obligation dans une société juste. Il distingue deux types de principes qui régissent les actions des individus. Les devoirs naturels. Ces obligations morales sont universelles et ne dépendent pas d'accords explicites. Par exemple, le devoir d'aider les autres en détresse ou de respecter les droits fondamentaux de chacun. Les obligations contractuelles. Ces engagements naissent de promesses ou de contrats explicites, comme le respect des lois ou des règles sociales, à condition qu'elles soient justes. Rawls examine également la question de l'obéissance à des lois injustes. Il soutient que dans une société imparfaite, les individus ont le devoir de respecter les lois pour préserver l'ordre social, mais qu'ils peuvent désobéir lorsque ces lois violent gravement les principes fondamentaux de justice. Il introduit les concepts de désobéissance civile et de refus de conscience, qui permettent de contester des lois injustes tout en restant fidèles aux idéaux démocratiques. Ces actes doivent être non violents, publics, et viser à provoquer un changement légitime sans compromettre la stabilité sociale. En conclusion, Rawls affirme que les devoirs naturels et les obligations contractuelles forment la base des relations entre les citoyens et les institutions. Une société juste repose sur la coopération volontaire et le respect mutuel, mais elle doit aussi offrir des mécanismes pour contester et corriger les injustices. Chapitre 7. La rationalité du bien. Dans ce chapitre, Rawls développe une conception de la rationalité appliquée à la notion de bien. Il propose que ce qui est bon dépend des plans de vie rationnels des individus. Contrairement à une vision subjective ou relativiste, Rawls soutient que les individus, s'ils sont rationnels, choisiraient des plans de vie cohérents, basés sur des objectifs réfléchis et des valeurs durables. Le plan de vie rationnel. Rawls définit ce plan comme une structure de priorités et d'objectifs que chaque individu construit pour maximiser son épanouissement. Ce plan inclut des objectifs clairs et atteignables, une cohérence entre les différentes valeurs et engagements personnels, une flexibilité pour s'adapter aux circonstances changeantes,
Rawls introduit ici le principe aristotélicien, selon lequel les individus préfèrent des activités et des objectifs qui développent leurs capacités et renforcent leur sentiment de maîtrise et d'excellence. Ce principe illustre une conception du bien qui va au-delà du simple plaisir ou du gain matériel. Enfin, Rawls établit un lien entre rationalité et justice. Une société juste est celle qui permet à chacun de poursuivre ses plans de vie rationnels en garantissant des conditions d'égalité et de liberté. La justice assure un cadre stable pour que les individus puissent réaliser leur conception du bien. Chapitre 8. Le sens de la justice. Rawls explore ici la capacité humaine à ressentir un sens de la justice, c'est-à-dire une inclination naturelle à respecter les principes équitables et à coopérer avec les autres. Il soutient que cette capacité est essentielle pour maintenir une société stable et juste. Les 3 niveaux de moralité. Rawls identifie 3 stades de développement moral. La moralité de l'autorité, les individus suivant les règles par respect pour une figure d'autorité, comme un parent ou un enseignant. La moralité de l'association, la coopération née de relations interpersonnelles, où les individus adoptent des principes pour maintenir des liens sociaux harmonieux. La moralité des principes, les individus adoptent des principes universels, basés sur la raison, indépendamment de leur environnement immédiat. Ce sens de la justice repose sur des sentiments moraux, tels que l'indignation face à l'injustice ou la satisfaction de voir des règles équitables respectées. Rawls suggère que ces sentiments peuvent être cultivés par des institutions justes et une éducation morale appropriée. Il affirme également que la stabilité d'une société dépend de l'adhésion volontaire de ses membres aux principes de justice. Une société juste est celle où les individus respectent spontanément les règles, parce qu'ils en reconnaissent la légitimité. Chapitre 9. Le bien de la justice. Rawls conclut son ouvrage en discutant du rôle de la justice dans l'épanouissement des individus et dans la création d'une société harmonieuse. Il soutient que la justice n'est pas seulement une contrainte, mais une source de bien pour les individus et la collectivité. La justice comme bien collectif. Une société juste garantit un environnement stable et prévisible où chacun peut poursuivre ses objectifs sans craindre l'arbitraire ou l'oppression. Ce cadre favorise la coopération sociale et le respect mutuel. Le rôle de l'autonomie. Rawls met en avant l'importance de l'autonomie dans une société juste. Les individus doivent être libres de choisir leur plan de vie et de participer aux décisions collectives. Cette autonomie est renforcée par des institutions qui respectent les principes de justice. Enfin, Rawls répond à des critiques potentielles, notamment celles qui accusent sa théorie d'être trop abstraite ou idéaliste. Il soutient que ces principes offrent un cadre normatif universel, adaptable à des contextes spécifiques, et qu'ils représentent une avancée par rapport aux doctrines traditionnelles, comme l'utilitarisme ou le perfectionnisme moral. En synthèse, John Rawls propose une théorie puissante et méthodique pour structurer une société juste, basée sur le concept de justice, comme équité. Il développe 2 principes fondamentaux, la liberté égale pour tous et le principe de différence, qui autorise des inégalités uniquement si elles profitent aux plus défavorisés. À travers des concepts novateurs comme la position originelle et le voile d'ignorance, Rawls garantit l'impartialité dans le choix des règles sociales. Son approche combine rationalité, liberté et équité, offrant un cadre universel applicable aux institutions et aux politiques publiques. Rawls met également en lumière l'importance du sens de la justice, une inclination humaine naturelle à coopérer et à respecter les principes équitables, condition essentielle pour maintenir une société stable et harmonieuse. Merci d'avoir exploré avec moi A Theory of Justice, ce chef-d'œuvre qui place la dignité humaine et la coopération sociale au centre de la vie démocratique. Rawls nous rappelle que construire une société juste nécessite non seulement des institutions solides, mais aussi une adhésion volontaire à des principes universels. Chez Capsio, nous croyons que ces grandes idées, comme celles de Rawls, ne sont pas seulement des théories, mais des outils pour réfléchir et agir dans le monde d'aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire qui éclaire notre quête de justice et